Alors La petite intro. bonjour, oui, la petite intro que je laisse, voilà, pour tous ceux qui nous Ah, écoutent. Donc bonjour à tous et à toutes. Ravi Francis de te retrouver avec Adèle qui est en train de te positionner le micro. Donc ravi de te retrouver après quelques temps comme ça sans nos podcasts. Comment vas-tu? bah écoute, ça va très bien, ça va très très bien avec le temps. Aujourd'hui, on a ciel bleu, soleil, et la température est clémente pour la saison. Donc nous, tranquillement, bah, on va vers l'été, on est en printemps, et on va vers l'été. Bah, décembre, janvier, février, c'est plein soleil. Ça te Oui, rappelle un film, ça, plein soleil, oui, avec Alain Delon? c'est vrai. Et ça me rappelle Hein. surtout que chez nous c'est l'inverse. Mais bon, on a bien Et chez vous, profité. voilà, c'est de venir avec ta femme, venir passer Noël ici, par exemple, sur la plage. C'est un rêve que j'aimerais bien accomplir et pourquoi pas prochainement, en tout cas. C'est possible, hein. Francis, aujourd'hui, comme tu le sais, je l'ai proposé aux internautes. J'ai voulu leur faire plaisir avant Noël, on le refera sans doute. Même si j'ai envie qu'on recontinue spécifiquement sur ta carrière et bien sûr la PPM, Progressive Performance Method. Mais aujourd'hui, on va faire un long question-réponse. Un long, tout est relatif parce que tu as un rendez-vous après notre podcast, moi-même aussi. Donc on va essayer de se gérer en 35-40 minutes si on y arrive, par la force des choses. Un autre rendez-vous avec un Eric et un Eric français. Un Eric Un, français. un Lyonnais, tiens. Ah ben écoute, ça devrait bien se passer alors, parce que les Eric, ce sont les meilleurs. Non, je plaisante. Francis, c'est parti pour tous nos internautes qui nous écoutent avec grand plaisir. Et Allez, ça nous les va. remercions, toi et moi, de leur Bien fidélité. sûr. Mais bien sûr, sans eux, on existerait. Et sans eux, ben, il y aurait pas la motivation pour concevoir ces podcasts C'est vrai. et maintenant ben, répondre à leurs questions, à leurs attentes. C'est très important qu'on ait des questions, puisque les questions, ben, ça va nous permettre d'évoluer, toi et moi. Puisque bon, c'est bien de parler de la PPM, de la performance progressive méthode, mais c'est les internautes et leurs questions qui vont nous permettre de progresser. Concerne ben, le développement de la méthode en ce qui concerne, parce que c'est pas fini encore. Comme tu t'en doutes, ça fait très peu de temps que je travaille dessus, et donc c'est grâce à l'intervention des internautes Ouais, de Pofi. Bodybuilding Rule donc qu'on va pouvoir évoluer avec la méthode qui va, je l'espère, devenir un système d'entraînement. Et puis, je propose ça aux Français. Et c'est un peu ma fierté puisque je pourrais le faire en Europe, je pourrais le faire aux États-Unis, etc. Ben, on soit ensemble, Eric, ben, ça va permettre donc d'aider tous les gens qui s'entraînent, la majorité plutôt des gens qui s'entraînent de progresser. En tout cas, moi, j'en suis convaincu que c'est une méthode accessible au plus grand nombre. Moi, j'en suis convaincu. Et puis, je suis fier de participer à cela parce que, comme tu le sais, moi, je m'entraîne avec la PPM, je l'adapte. Tu l'as dû le voir dans un de mes posts. Et beaucoup de personnes autour de moi l'utilisent aussi. Je vois sur Internet de plus en plus. Donc, j'en suis fier. Et je te remercie pour cette opportunité, en tout cas. C'est moi qui te remercie, puisque, encore une fois, hein, c'est une situation gagnante-gagnante. Pour la Sans diffusion, toi, c'est vrai, c'est vrai. Mais on entend parler. on n'aurait pas pu En tout cas, ce qui me fait développer la plaisir, méthode. tout à fait, c'est d'en entendre parler un petit peu partout de la PPM. Et de Francis Benfat qui est revenu sur le devant de la scène comme jamais. Et c'est totalement mérité parce que tu es une icône vivante, voilà, de ce sport. Merci, Eric. Ça fait Francis, plaisir. c'est parti. C'est parti alors pour un question-réponse avec le Sphinx, mon Allons-y. ami Francis Benfato. Alors, il s'agit de Gaëtan. Alors, vous nous excuserez si j'écorche un peu les noms. S'il y a des micro-coupures, moi au montage, j'essaierai de les couper parce qu'il y a bien sûr Francis est à Cap Town, moi je suis en Corse. On a des petits problèmes de Skype, donc vous inquiétez pas si vous sentez des petites coupures au montage. J'essaierai d'enlever s'il y a quelques bugs. Alors, Gaëtan Guérin, il me dit doit-on utiliser un exercice unique pour les 4 phases de ta méthode ou peut-on faire un exercice différent pour chaque phase? Merci. Les deux sont possibles. Moi, je conseille de commencer avec la deuxième solution, à savoir d'adopter la méthode au programme d'entraînement. Alors, on se sert un petit peu de la PPM comme un kit et on l'intègre au sein de notre programme d'entraînement. Et ça, c'est l'idéal, Ah parce oui. qu'il faut procéder par étapes. Ensuite, je suis tout à fait convaincu, complètement convaincu, qu'un exercice est la façon de faire, puisque
grâce à un exercice, on va pouvoir améliorer non seulement la technique du mouvement, de l'exercice, mais on va pouvoir aller plus loin concernant l'intensité et donc la force des contractions musculaires. Et donc c'est pour ça qu'avec un exercice, on reste toujours avec cette idée en tête que de créer des contractions musculaires de plus en plus fortes, parce que on va avoir des repères bien précis, comme par exemple la charge, le nombre de répétitions, la technique par rapport à l'exercice. Et donc si on change, si on passe au bout d'une phase ou deux à un autre exercice et on essaye de continuer à augmenter la force des contractions, on va viser, puisqu'il va falloir réapprendre, ou devrais-je dire, réajuster la technique pour un autre exercice. Par exemple, si on commence avec la leg extension et on fait une phase, deux phases avec l'extension et ensuite on passe au squat, il va falloir rééchauffer pas le muscle, puisque le muscle sera bien échauffé, pas les genoux, puisque les genoux vont être bien échauffés, mais les hanches, Oui, tout à fait. mais les adducteurs qui ne travaillent pas, les cuisses qui ne travaillent pas lorsqu'on fait de l'extension, mais les cuisses, sans parler de revenir quand même assez rapidement aux charges qui conviennent, au nombre de répétitions, et tout en gardant en tête ces fameuses contractions musculaires fortes. Donc, comment on va faire pour passer d'un niveau de contraction musculaire tel, par exemple, à la leg extension, on arrive à monter jusqu'à 7, 8 sur 10 au niveau de la force des contractions. Ensuite, on s'en va sur le squat, on change d'exercice. Comment il va nous être possible de créer ces forces de contraction-là qui vont donc succéder aux forces de contraction qui étaient faites au préalable avec la leg extension. Et c'est là, c'est ce qui me gêne un peu. Maintenant, je ne suis pas contre, par exemple, faire une séance d'entraînement avec la leg extension complète, du début à la fin, à la prochaine séance de cuisse, faire du squat ou de la presse, etc. Mais associer plusieurs exercices au sein de la séance, ça va être difficile. Par contre, je ne suis pas contre. D'accord, très bien. Moi, je pense que c'est une question que beaucoup se posent. Moi-même, je me la suis posée en m'exerçant avec la PPM. Et moi, je donne toujours le conseil, sous couvert de ton contrôle, hein, en fait, hein, que c'est toujours aussi en fonction de l'énergie disponible du moment, sans toucher, bien sûr, à la forme du mouvement, à sa qualité, à la qualité d'exécution. Si on arrive à continuer en gardant tous ces paramètres-là, pourquoi pas? Voilà. Et être un peu, Oui. avoir du recul et se dire, j'ai l'énergie nerveuse, musculaire suffisante pour continuer un entraînement de qualité. Absolument. Et ce qu'on disait au préalable, lorsque j'ai fait référence aux internautes de Bodybuilding Rule, et lorsque j'ai dit que c'est grâce à eux qu'on va pouvoir évoluer et développer la méthode à un point où on va pouvoir créer un système, c'est que eux, ils vont prendre la méthode, ils vont l'intégrer avec un programme d'entraînement donné, et ils vont revenir avec des informations. Et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire évoluer la méthode qui deviendra certainement un système par la suite avec des programmes d'entraînement où on trouvera 2 ou 3 exercices, des techniques d'entraînement, etc., etc. Mais pour l'instant, personnellement, avec mes élèves et mes clients, je préfère rester sur un exercice. Je suis sûr et certain qu'on va pouvoir stimuler la croissance musculaire en fin de séance. Alors qu'avec plusieurs exercices, c'est beaucoup plus délicat. D'accord, très bien, merci Francis. Voilà Gaëtan. On y reviendra de toute façon parce qu'il y a toujours un peu ce genre de questionnement dans les autres interrogations des internautes. Un message de Robin Sébastien. Alors, voici ma question. La musculation peut-elle être, pardon, je vais y arriver, conseillée, je couperai au montage, pour une personne souhaitant perdre du poids? J'ai 20 kilos à perdre et des soucis aux genoux. Y a-t-il un programme spécifique muscu-diète? Oui. Encore une fois, le fait de s'entraîner avec la PPM va permettre d'obtenir des sensations musculaires fortes, donc une brûlure musculaire. Et le fait, sensation forte, et cette brûlure va permettre au sein du muscle de brûler les graisses qui sont au sein du muscle,
mais aussi en périphérie. Donc il y a quand même une action locale grâce à la méthode. Maintenant, c'est un petit peu comme un brûleur de graisse. Le brûleur de graisse, c'est un supplément. La méthode, c'est un autre supplément. Il va falloir quand même faire le régime. Ça fait partie d'un tout, bien sûr. Et le régime est essentiel. On peut pas, oui, oui, voilà. très, très grande partie, en effet, résidera de cette réussite-là sur le régime. Voilà, Sébastien, pour ta réponse. On essaie de faire des réponses un petit peu plus courtes, histoire de répondre à un maximum de personnes. Alors là, je dois mettre mes lunettes, Francis, tout comme toi. Ça me fait plaisir, tu vois. Je suis pas le parce seul. que là, c'était écrit en tout petit. Alors, donc, c'était Antoine Dubois qui nous avait parlé aussi sur le YouTube, parce que j'essaie de récupérer et d'essayer de répondre à tout le monde. Donc là, c'était sur YouTube. Il a marqué très bonne vidéo, je ne sais plus pour laquelle exactement, mais nous t'en remercions, Antoine Dubois. Si vous pouvez donner des idées pour remédier à la stagnation que vous avez évoquée dans la vidéo, je pense que ça serait intéressant, car beaucoup de monde se pose ce genre de questions. Moi, le premier. Donc, pour remédier à la stagnation. Bien sûr. Ah ben, il est certain que lorsque l'on s'entraîne à un certain niveau, on obtient un certain développement musculaire. Maintenant, si on s'entraîne de la même façon, on va conserver l'acquis, pas avoir une stagnation. Et si maintenant on passe au niveau supérieur, on va passer de la stagnation à la progression. Mais pour passer du niveau supérieur, eh bien, il faut savoir, où nous en sommes, et ensuite passer au niveau supérieur très progressivement en créant des contractions musculaires plus fortes grâce à une façon de faire. Si, par exemple, je fais de la leg extension, j'ai atteint un certain niveau de développement musculaire avec 40 kg x 6 répétitions en fin de séance, je reviens toujours à ce schéma-là, à savoir 40 kg x 6 répétitions. Si je passe pas cette barrière-là, si je monte pas au-dessus au niveau des difficultés, donc si je rajoute pas une répétition ou quelques répétitions ou bien même des formes d'exécution quasi parfaites, le muscle n'aura aucune raison d'être stimulé au point de progresser et de passer à un niveau supérieur. Exactement. Et ça réside vraiment sur ce fait-là. C'est une pareil. surcharge progressive. Le système d'entraînement, c'est pareil. Exactement. Donc, les clés, pour répondre à ta question, l'intensité, comme l'a dit Francis, que ce soit le poids, que ce soit la forme d'exécution ou la technique qui change un petit peu, mais en tout cas, voilà, passer de palier en palier et sortir de sa zone de confort si on l'a atteint au bout d'un moment. C'est ça. Je pourrais juste rajouter que si on fait 6 répétitions avec, par exemple, un temps de repos entre chacune des répétitions pour récupérer un peu de l'effet causé, au bout de 4 ou 5 répétitions, on se permet de récupérer un petit peu, on attend quelques secondes pour passer, par exemple, à la 5e, à la 6e, eh ben, en se reposant moins. Oui. À ce moment-là, eh ben, on va créer une intensité supérieure, puisque l'intensité égale temps, plus effort. On reviendra peut-être une vidéo complète sur tous ces modes de progression, que ce soit diminuer les temps de repos, augmenter bien sûr la charge, la vitesse d'exécution, la lenteur d'exécution, l'angle de travail, enfin tout ce que tu préconises à juste titre. Et tous les éléments, tous les paramètres. Qui font partie d'une méthode et d'un système là, très très bientôt. Prochaine question, c'est de Clément Noblet. Alors bonjour à vous. J'aimerais connaître l'avis du légendaire Francis Benfato sur les séries longues 50-100 répétitions, avec un poids relativement lourd, bon, qui semble un peu compliqué pour 50-100 répétitions, où l'emploi du rest-pause est quasiment obligatoire. Et s'il a connu des personnes qui s'entraînaient ainsi, et quels résultats? Oui, bien sûr, c'est possible, c'est une méthode qui peut convenir. Donc le fait de faire beaucoup de répétitions, mais d'avoir l'intelligence d'utiliser le rest-pause, permet de faire ces répétitions, ce nombre de répétitions, avec une charge considérable. Relativement lourde. Tom Platz, par exemple, pour ne pas le citer, était le parfait exemple. Il était capable de faire, avec 100 kilos, je crois, si mes souvenirs sont bons, il était capable de faire 100 répétitions, mais pas d'un coup, évidemment. Alors 100 kilos, c'est énorme lorsqu'on fait 100 répétitions, et lorsqu'on fait des répétitions comme Tom Platz faisait,
Complète. Hein. C'est-à-dire qu'il s'asseyait carrément sur les talons. Ouais. Donc si la personne fait par exemple du squat avec 70 ou 80 kilos et cette personne-là va jusqu'à 50 voire même 100 répétitions, mais qu'elle pose la barre par exemple sur le rack toutes les 15 ou 20 répétitions, juste le temps de récupérer ce qu'il faut au niveau cardiaque, ce qui est intelligent aussi, et ensuite rajoute des répétitions et puis repose et rajoute des répétitions, ben, cette personne-là peut aller jusqu'à 100 répétitions avec peut-être 70, 80 ou pourquoi pas 100 kilos. Ouais. Mais ce qu'il faut, c'est encore une fois tenir compte de ce que tu disais justement, les ressources. Donc quand on n'a pas de ressources, eh ben, qu'est-ce qu'on fait quand on est intelligent? On récupère et on revient. Et on se sert de la technique d'entraînement qui est le rest-pause. Voilà, les ressources et toujours cette fameuse technique irréprochable, en tout cas tant que faire se peut, d'exécution. Oui. Voilà, oui. Clément, merci Francis. Ezo Kern, alors excusez-moi si j'écorche. Hein. Bonjour. Alors voilà une question qui fâche. On va y répondre Francis si tu veux, une bonne fois pour toutes. Bien sûr, je veux. Voilà, tu te doutes de quoi on va parler. Alors, bonjour, point de suspension. Pourquoi les grands champions ont-ils tant de mal à avouer l'utilisation des produits dopants? Ah ben, ça c'est facile. Hein. Oh là là. C'est une question que j'ai déjà eue quand j'avais 5 ans. La même. C'est aussi facile que ça pour répondre. Alors, ben, tout simplement parce que le champion culturiste est une personne extraordinaire. C'est-à-dire qui sort du commun un petit peu des mortels. Qui sort du commun, exactement, qui n'est pas ordinaire, c'est-à-dire hyper développé ou très bien développé. Et donc, le champion, notamment de bodybuilding, le bodybuilder, le candidat idéal qui va susciter la jalousie maladive. Ouais. À partir de là, je comprends tous les culturistes professionnels amateurs de ne pas avouer qu'ils prennent des substances chimiques. Ouais. Et donc, en plus de ça, alors je vais aller un petit peu plus loin dans mon raisonnement, je dirais que notre sport n'est malheureusement pas connu par le grand public, alors que ça devrait l'être, puisque nous sommes l'activité sportive idéale pour la santé, pour la longévité. Et à la base un peu de tous les autres sports aussi. Et à la base, exactement, merci de compléter mes dires, à la base, le sport idéal, l'activité sportive idéale pour améliorer les performances de toutes les corporations. Donc c'est un sport merveilleux, exceptionnel, une activité sportive et tout. Donc voilà les raisons. Entre autres, il y en a d'autres. Hein. Voilà, mais comme tu le dis, ne serait-ce qu'au niveau publicitaire, je pense que les grands champions, il y a des fans qui les écoutent, qui les suivent. Je pense qu'ils peuvent pas crier haut et fort ce qu'ils font parce que déjà, c'est une pratique qui est illégale. Ensuite, qui est délétère pour la santé. Et donc, je pense qu'il y a bien sûr le côté business, qu'il y a le côté personnel, parce que chacun d'entre vous qui avez été des très grands champions, vous devriez toujours vous dédouaner de cela en disant, ou en précisant qu'il n'y a pas que la chimie, mais qu'il y a beaucoup d'entraînement, qu'il y a bien sûr les capacités physiques, génétiques d'abord de l'individu, qu'il y a les connaissances en diététique. En fait, il faudrait toujours vous justifier. Donc, moi, je pense que pour le très haut niveau, ça se comprend. Moi, où je voudrais répondre par contre à Ezo Kern, c'est pour ceux qui sont à un niveau très 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 bas, voire amateur, qui n'arrêtent pas à asséner des fausses vérités comme ça sur Internet, en disant « je suis naturel, vous pouvez atteindre mon physique », alors qu'ils ne le sont pas. Il vaut mieux qu'ils ferment leur gueule, excuse-moi de parler comme ça, excusez-moi. Très bien, vas-y, je t'en prie, ne t'excuse pas. Voilà, ou alors qu'ils affirment haut et fort j'ai ce physique-là, avec une grosse connaissance en anatomie, des entraînements de qualité, une bonne diète et des compléments chimiques. Oui, et puis, bon, ça vient encore une fois, à mon avis, hein, d'un sentiment inférieur. Oui, après, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie aussi. Hein, ça, il y a beaucoup de jalousie. Que par exemple, de ne pas comprendre pourquoi le champion ne fait pas référence à un élément qui fait partie d'une préparation de bodybuilding à tout niveau, au niveau régional, national. Les amateurs sont peut-être aussi
des culturistes qui consomment certainement et qui utilisent certainement plus de chimie que le professionnel, puisque l'amateur veut ressembler au professionnel. Mais ce que certains amateurs n'ont pas encore compris, peut-être qu'ils vont le comprendre un jour, c'est que ce qui fait la différence, c'est la génétique et le mental. J'ai eu l'occasion de m'entraîner avec des champions, comme par exemple Nasser El Sonbati, comme Flexamir Banout, etc. Et d'autres, Mike O'Hearn, par exemple, qui est très populaire en ce moment, et il le mérite. Moi, je l'ai vu démarrer au Gold Gym en faisant du coaching à 4 heures du matin. Enfin, il s'entraînait d'abord à 4 heures du matin, pardon, et lorsqu'il finissait donc ses entraînements très durs, à partir de 6 heures, eh ben, il attaquait son premier client, et puis ça pouvait aller jusqu'à minuit le soir. Hein. Et c'est ce qui fait que Mike O'Hearn est aussi connu. Oui, voilà. Donc, encore une fois, la génétique, l'investissement, les connaissances et le mental surtout, c'est ce qui fait la différence entre le champion, le titré, hein, je veux dire, et celui qui ne l'est pas. On a déjà vu dans notre sport et au plus haut niveau des personnes qui pouvaient être Monsieur Olympia et qui n'ont pas été couronnés Monsieur Olympia parce qu'ils n'avaient pas le mental de Monsieur Olympia. Ouais. Avec des génétiques supérieures au monsieur. Oui, on parle là, Francis, Olympia. Du plus haut niveau. Et ça, depuis le début, Larry Scott, le premier monsieur Olympia, jusqu'à aujourd'hui, Phil Heath, ces personnes-là ont une passion, une intelligence en commun, et puis ils n'ont pas peur de s'investir à 100% à l'entraînement et de faire en sorte que leur vie tout entière tourne autour de cette activité qui est merveilleuse, qui est le bodybuilding. Voilà. Et pour terminer, pour être honnête encore une fois, ce sport-là de très très haut niveau, on parle du summum, hein, surtout des Olympiens, des titrés comme tu dis toi, ne peut être atteint, malgré tout ce que tu as cité, Francis, sans l'aide chimique. Oui. Que ce soit clair une bonne fois pour toutes, pour tous ceux qui nous écoutent. Ok, voilà, bon, je vais juste conclure. Oui, je t'en prie. N'oublions pas une chose, c'est que tous les élites dans le monde, tous les leaders utilisent quelque chose. Alors, dans le bodybuilding, ce seront des anabolisants. En politique, ça sera des bêta-bloqués sans stress et pour pouvoir se rappeler de ce qu'il faut dire au moment précis et de garder son calme. Donc, les hommes politiques utilisent des bêta-bloquants, un peu comme les coureurs de Formule 1. On parlait des golfeurs aussi, tu te souviens? Des golfeurs, exactement. Et puis tous les sportifs, par exemple ceux qui font des sports de combat n'ont pas peur de prendre de la cocaïne, par exemple, des stimulants très forts, des amphétamines, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Donc l'élite, les gens qui atteignent le très très haut niveau et qui le maintiennent, même les acteurs de cinéma, etc., prennent des produits dopants qui permettent de conserver ou d'arriver à un certain niveau. Maintenant, l'intelligence de l'être humain, c'est d'être attentif sur ce qu'il fait, de savoir ce qu'il fait et de réduire au minimum du possible les effets secondaires de toutes ces substances. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour ta franchise. Un dernier mot, moi, encore une fois. Comme des fois certains n'ont pas assez dormi la nuit précédente, prennent un petit café le matin, c'est pas pour autant qu'ils sont dopés, même s'ils ont un peu de caféine. C'est pas pour autant non plus. S'ils prennent un café, ça va. Voilà. Mais la personne qui prend des expressos tout au long de la journée, qui en prend 20 ou 30, bon, lui, il est dopé déjà. C'est dopé et ça va être dangereux pour sa santé. Mais encore une fois, voilà, il faut comprendre que certains, parce que c'est leur business et parce qu'ils ne peuvent pas le crier haut et fort, ne pourront jamais de toute façon l'avouer. Mais à vous, auditeurs qui nous écoutez donc aujourd'hui, de faire la part des choses et d'avoir un minimum de conscience de ce qui est réalisable sans ou avec des produits chimiques. Parce que là, on parlait du niveau olympien, hein, quand même. Il faut que je dise quelque chose qui est très important aussi, c'est que il est préférable d'utiliser je dirais, un petit peu d'hormones à un certain âge, ou bien même à un âge relativement jeune, pour combler un petit peu le déficit et permettre donc de mieux récupérer et d'avoir moins d'effets secondaires, que de ne pas en prendre du tout. Il y a des personnes qui ne savent pas ça. Aujourd'hui, on parle de règlement hormonal. On utilise ça quand on atteint par exemple l'andropause ou la ménopause. Donc ça devient de plus en plus populaire. On a compris une chose, c'est que le système hormonal était important en ce qui concerne la longévité et même la santé.
Donc des personnes qui s'entraînent dur, intense et qui prennent rien, c'est pas forcément mieux que certaines personnes intelligentes qui sont suivies par un médecin et un médecin qui prescrit avec modération un petit peu d'hormones. Oui, pour quelqu'un qui aurait un taux qui aurait trop bas, anormalement trop bas. Voilà. Très bien, merci, Donc, merci Francis, merci. aussi. Merci en tout cas pour tes réponses et ta franchise. On va enchaîner sur Loufti Haroun. Alors, je connais sa question, donc je la dis, mais on enchaînera sur un autre podcast. Mais je voulais la partager quand même. Alors, question pour la légende Francis Benfato. Raconte-nous une histoire. Il peut commencer juste après les championnats du monde, quand Joe Weider lui a donné sa carte pro, son arrivée aux États-Unis, le premier jour où il a posé les pieds à l'aéroport jusqu'à Olympia. Et il me dit, on le fera dans un autre podcast, hein, il me dit, fais-le comme tu le sens, Francis, prends tout ton temps, il insiste bien, tout ton temps, une belle histoire directement sortie de la bouche du champion, ça sera peut-être long, ou alors à prévoir en plusieurs épisodes. Donc, on peut lui dire qu'on va le faire, c'est ce qu'on devait faire d'ailleurs aujourd'hui, hein. On le fait dès la semaine prochaine, Loufti, donc un tout petit peu de patience. Oui, bien sûr. Oui, et puis il faut du temps parce qu'on ne va pas se précipiter. Donc il faut vraiment du temps parce que ça a commencé en 1988, hein, lorsque j'ai atterri à New York. Voilà, donc il faut commencer par on va tout détailler, on veut laisser des traces sur YouTube pour que ça reste pour les jeunes et les moins jeunes. Pour d'autres personnes qui, comme moi, ont rêvé d'aller aux États-Unis, de devenir un professionnel de bodybuilding ou je l'espère bientôt qu'il y ait une catégorie professionnelle pour la catégorie physique. Les classiques physiques, oui. Classique physique. Et je crois qu'on va aller dans cette direction puisque les stars au FIBO, lorsque j'y étais donc cette année, c'était bel et bien la catégorie physique et pas les champions actuels. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Ils avaient plus de monde autour d'eux, non mais. On en parlait récemment avec Michael Gundil, tu sais, qui est co-auteur avec Frédéric Delavier des bouquins sur la musculation. Et on pense aussi, même si avec un autre champion qui te passe souvent le bonjour, Moussa El Bakouchi, donc, qui me disait que les gros, cette catégorie ne mourra pas, mais en tout cas au niveau médiatique, elle sera reliée au second plan quand il y aura aujourd'hui il y a les men's physiques, hein. Oui. Quand il y aura les classiques physiques, je pense qu'ils vont être relégués au second plan. Et on le voit déjà dans les salons, comme tu viens de le dire à juste titre. Ah oui, il y a de plus en plus. Moi, j'ai vu la différence d'un salon à l'autre, hein. Cette année, au FIBO d'Allemagne, qui est le salon le plus important dans le monde, la tendance était d'aller vers ces personnes-là, de prendre des photos avec, puisque la plupart des gens qui s'entraînent veulent ressembler plutôt à ces physiques-là aux bodybuilders actuels, puisqu'ils savent qu'il est impossible d'atteindre ce niveau actuel. Oui, en tout cas, très très peu peuvent prétendre à rentrer dans un top 10. Romain Bon enchaîne. Alors Romain, c'est quelqu'un qui intervient souvent, donc je le remercie, parce qu'il intervient sur YouTube, sur Facebook. On a une communauté comme ça qui est active, qui est dynamique, et je les remercie, parce que c'était un petit peu timide au début, et d'ailleurs je te remercie Francis au passage, puisque tu as répondu à pas mal de questions déjà que je n'aurais pas traitées aujourd'hui sur Facebook, donc ils t'ont remercié, moi je te remercie aussi, parce que de prendre sur ton temps, d'aller sur le Facebook de Bodybuilding Rules, et de répondre de manière très explicite, merci, hein, chapeau, merci à toi. Bah écoute, avec plaisir, c'est normal. Alors Romain nous dit, salut Francis, est-ce que selon toi, il y a ou pas intérêt dans une séance à la commencer par des séries légères, puis de finir par du lourd? Je te demande ça car la plupart du temps, on voit des schémas d'entraînement du type lourd en premier, puis la séance passe, plus on va allonger les répétitions et faire de la congestion. Merci à vous deux. En gros, hein, c'est vrai qu'on voit beaucoup, tu as compris, hein, des gens qui s'échauffent à peine, qui commencent par du lourd et qui après allongent la séance en faisant des répétitions interminables et de la congestion. Oui, alors moi je préfère une logique dans l'entraînement et une certaine intelligence, c'est-à-dire commencer à échauffer le muscle et puis les articulations et le corps tout entier et accepter le stress avec modération au début, de façon à pouvoir monter, grimper en intensité, en marge, etc., tout au long de la séance d'entraînement pour finir avec la charge la plus lourde possible, mais lourd pour le muscle. C'est ça, toujours. Et tout ceci, c'est vraiment l'essence même de la PPM. Complètement. Et c'est ce qui marche. Moi je dis c'est ce qui marche, en tout cas pour le plus grand nombre. Essayez et vous jugerez, et vous nous donnerez votre témoignage. Hassen Moueb.
Alors, il nous pose une question très très simple, très directe. Peux-tu nous donner en gros une séance type PPM pour le dos? Oui. Alors, l'idéal, c'est de faire un exercice qu'on ressent. Donc, il va falloir, sélectionner l'exercice le plus approprié au niveau de la sensation musculaire. Et puis ensuite, tout simplement, réécouter certains des podcasts où on parle de la procédure Oui. et notamment des phases d'entraînement, phase d'échauffement 20-15-10, phase 1, phase de la stimulation de la croissance, phase 2, et puis phase de la stimulation de la croissance à intensité plus élevée, phase 3, donc avec 4 plus 2, 4 plus En 3 rest et pause. 5 plus 3, avec la technique d'entraînement rest pause. Très bien. Alors moi aussi j'invite tous les internautes. Alors beaucoup le font maintenant. Ils me disent qu'ils passent des heures entières en fait, même donc ça va un petit peu foutre le bordel pour parler vulgairement dans le couple parce qu'ils ne font que regarder nos podcasts. Je leur remercie parce que j'ai vu le nombre de vues augmente un petit peu partout maintenant sur notre YouTube. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la PPM, elle convient aussi à la jeune femme ou à la femme Totalement. ou à la femme d'un certain. Alors, Donc, on peut très bien partager nos podcasts en couple. Ah, exactement, c'est vrai, c'est ce que je conseille donc alors ces personnes-là. D'ailleurs, quand je suis en salle de sport, j'arrête pas de dire la phrase la plus simple pour résumer la PPM. Je dis c'est le B A bas. Tu te rappelles, on en parlait souvent. Hein. On apprend l'écriture, grâce à cette écriture, on sait s'exprimer, que ce soit sur une feuille de papier ou oralement. Et ben c'est pareil pour la PPM. Donc, et ils le comprennent comme ça, donc ils vont naturellement vers cet apprentissage-là, qui est très technique et qui est la base même après d'une personnalisation, comme tu disais tout à l'heure, de la PPM. Oui. D'une individualisation qui leur sera propre. Oui. D'ailleurs, j'ai noté pendant que tu disais tout à l'heure, en réponse à ACN Web, quel type d'exercice? Tu as dit un exercice que l'on ressent. Tu as tout dit en disant ça, parce que les personnes qui nous écoutent, excuse-moi de faire cet aparté, c'est que j'en fais souvent, ils me disent mais quel exercice? Dans quel ordre? Pourquoi? Etc. Alors une bonne fois pour toutes, je vais le dire avec un point d'exclamation, mais je dis gentiment, hein, reprenez ce fameux recul dont je parle souvent dans les podcasts, une ouverture d'esprit un petit peu plus grande, un esprit d'analyse un petit peu plus grand, et surtout un ressenti qui vous est propre. Faites le test, regardez ce qui vous convient le mieux, prenez des notes, et puis avancez un petit peu comme ça. Vous avez les réponses en vous-même, alors essayez de les analyser et d'en tirer la substantifique moelle comme je dis tout le temps. Voilà, petite parenthèse. Très bien, non, très bien, c'est très complémentaire, donc c'est pour ça que je te laisse parler, sinon je t'aurais coupé. Super. Voilà, parce que des fois il est difficile de répondre précisément à une question parce que c'est trop général et puis il faut trop souvent l'individualiser, donc c'est très très difficile. Romain Thiemann, alors bonjour Francis, penses-tu que le split qui s'impose avec ta méthode, entre parenthèses car le full body est trop taxant au niveau temps et énergie, je pense, n'est pas préjudiciable pour un débutant? Oui, split, normalement, c'est quand on divise. Voilà. Quand on divise. Donc, s'il fait un muscle le matin, par exemple, et qu'il décide de revenir l'après-midi pour faire un autre muscle, voilà, avec la PPM. Et ça peut ne pas être trop taxant et demandant. Si cette personne-là, a récupéré de la séance du matin, et si cette personne-là choisit un petit groupe de muscles, par exemple, l'après-midi. Si on fait, par exemple, les pectoraux le matin et on décide de faire un autre groupe de muscles l'après-midi, il est préférable de faire un petit groupe de muscles comme les biceps ou les triceps. Ça peut se faire. Personnellement, je le recommanderais pas. Mais ça peut se faire si on regorge d'énergie, de ressources. Voilà. Et il faut pas oublier de prendre des jours de repos aussi, hein, bien sûr. Si on fait ça. Donc, pourquoi pas faire lundi, mardi en split, le mercredi, récupérer et repartir jeudi, vendredi en split encore, ou faire qu'une séance le vendredi, faire du split par exemple le jeudi, un gros groupe, un petit muscle, et puis après, en fin de semaine, on devrait logiquement être fatigué, et on fait qu'un groupe de muscles le vendredi matin. Et puis le week-end, repos, voilà. Tout est possible à condition qu'on tienne compte de ses ressources, de ses possibilités physiques et mentales. Parfait. Toujours une question de logique et de bon sens, hein, comme je dis souvent. Oui. J'avais oublié un petit mot, parce qu'en fait, c'était à cheval sur 2 pages. Il avait continué en disant, donc après sa question, car on dit souvent que pour un débutant, s'entraîner plusieurs fois par semaine un même muscle, bon, ça doit être un peu compliqué. De plus, quel exercice par groupe musculaire
préconiserais-tu avec peu de matériel ou même sans? Alors, avec peu de La matériel ou ppm, sans, par déjà il exemple, faudrait en savoir. traction, en Ouais. pompe, ce genre de choses. Oui, tout est possible. Tout est possible. Même si on a une paire d'haltères et une barre, il est possible d'utiliser la ppm à condition qu'on comprenne bien le cheminement, la procédure. On commence donc avec des séries plutôt longues, même si elles sont relatives pas à un souci, puisqu'on doit améliorer chacun des éléments, y compris la vitesse d'exécution. Donc on peut très bien faire des pompes, par exemple, en faisant 20 répétitions à une allure rapide, pas complète, et puis après les 15 répétitions, eh ben, on réduit l'allure et on amplifie Mhm. donc l'amplitude, et puis à 10 répétitions, à ce moment-là, on devient un peu plus vigilant, on va plus lentement, on fait des mouvements bien complets, on maintient la contrainte, et puis après on passe aux autres phases. Donc il est possible de faire du coucher, des triceps entre deux chaises, par exemple, des mollets debout, avec, par exemple, un haltère, etc., etc. Donc tout est possible avec un minimum d'équipement. On peut se développer si on arrive à comprendre la procédure et qu'il est idéal pour stimuler la croissance musculaire que ça se fasse en fin de séance parce qu'il y a tellement d'éléments, de paramètres à mettre au point, à ajuster, à améliorer, de façon à pouvoir stimuler la croissance musculaire en fin de séance. D'accord, très bien. Très très bien, Francis. Une nouvelle question. Alors cette fois-ci, c'est Chris Kuhn. Alors, bonjour Francis, j'aimerais savoir ton approche de l'art du posing. Comment tu le travailles? As-tu fait appel à des chorégraphes ou danseurs pour perfectionner la fluidité de tes mouvements? Et que penses-tu de l'évolution négative de ce dit posing chez les pros? Alors, On en avait un petit peu parlé dans l'ancien podcast. vrai que le posing, c'est un art. Pour améliorer le posing, il faut prendre individuellement chaque pose. Il faut faire un petit peu comme à l'entraînement, on en parlait justement il y a très peu de temps. Il faut sélectionner les poses qui nous conviennent à nous par rapport à notre niveau. Ça peut évoluer. Hein. Oui, Certaines en fonction de la poses peuvent progression. être faites 1 an, 2 ans après avoir commencé avec nos premières compétitions régionales. Donc, individuellement sélectionner les poses qui nous conviennent et après prendre individuellement une pose en particulier, et puis améliorer donc la pose jusqu'à ce qu'elle devienne quasi parfaite. Et donc, se mettre devant la glace, c'est l'idéal, devant le miroir, de façon à pouvoir améliorer non seulement les postures, les positions, mais les contractions musculaires, les angles de vue qui vont nous permettre de ressortir au mieux et donc au plus. Et Très bien. ensuite, eh bien, il suffit de travailler la coordination entre chacune des poses. Les poses, ce que j'appelais déjà à l'époque lorsque je travaillais, les poses intercalaires. Donc Oui. d'une pose à l'autre, évitons de passer d'une pose à Les l'autre. cassures, que ce Mais soit fluide. Oui. exactement, que ce soit plus fluide, mais qu'en même temps on puisse montrer du muscle. C'est-à-dire que je suis de face, je vais me tourner légèrement de profil, je vais montrer mon dos, et puis après, j'ai monté mon bras tout doucement. Il faut que ça se fasse progressivement de façon à ce que ce soit pas interrompu, qu'il y ait un flux et C'est que ce ça. soit bien coordonné. Et j'appelais ça les intercalaires. Et puis, il faut prendre du temps pour bien fixer ses poses, pour bien contracter ses muscles, puisque si on va trop vite, eh ben, on va contracter, par exemple, certains des muscles qui représentent la pose et on va oublier la majeure partie des muscles qui devraient. Et c'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui parce que la majeure partie des culturistes pros, les Olympiens en l'occurrence, ne marquent pas les pauses en fait. Ils C'est ça, passent ne marque pas les d'une pauses. pause à l'autre malheureusement. Je trouve que c'est un peu dommageable pour le public en fait. Hein. Au-delà Et des prestations scéniques qui sont moins artistiques que jadis. oui, moi je suis d'accord avec toi, puisque je vois pas l'utilité d'avoir un posing libre si on n'attache pas d'importance à la qualité de son posing et pas d'importance au posing libre, puisqu'il n'accorde pas d'importance au posing libre. Il ne juge pas le posing libre, malheureusement. Il y a des personnes qui pourraient s'exprimer en posing libre et gagner des points et mieux se classer par rapport à d'autres culturistes qui, eux, négligent complètement le posing libre et qui se placent devant. Donc, ces personnes-là qui ont un physique, disons, moins développé,
pourrait avancer dans les classements. Par rapport à ce moment, personnellement, moi, c'est ce qui m'a permis de bien me classer chez les professionnels notamment, mais même chez les amateurs déjà, par rapport à mon posing. Alors même si j'étais un petit peu moins développé que certains chez les amateurs, j'arrivais à passer certains qui étaient plus développés que moi. Et les personnes ne comprenaient pas, les bodybuilders ne comprenaient pas pourquoi j'arrivais à les passer. Mais il y a ce charisme, il y a cette présentation scénique, il y a cette façon de faire qui plaît au juge. Et puis le juge, lorsqu'il y a une hésitation, ne va pas hésiter. C'est ça. Et puis c'est surtout cette mise en valeur, puisque c'est le but final, C'est ça. hein, c'est mettre en C'est le valeur but final. tout le travail qui a été effectué pendant tant d'années. Et donc, Exactement. quel meilleur moyen que de s'exprimer comme ça sur un posing libre avec une belle musique. Absolument. Nouvelle question, Loïc Floch. Salut Francis, que penses-tu de l'explosion du fitness, on en a un petit peu parlé juste avant, et le Oui. désamour du bodybuilding comme on a pu voir au FIBO 2015? Donc voilà, ça reprend ce que tu as juste dit avant. C'est très bien. C'est très bien. Moi, je pourrais compléter en disant que c'est justifié. Justifié. C'est une suite logique un peu à tout ce qui se passe et peut-être à À une course l'excès, à à la masse. l'excès. Voilà, à l'excès. Ah, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, je dirais depuis qu'on a cessé les contrôles, notamment chez les professionnels, puisque c'est eux l'élite de notre sport. On a cessé les contrôles en 1990. À partir de là, ben, ça a été la porte ouverte à une progression. J'appelle pas ça une évolution, mais à une progression en ce qui C'est très bien. concerne la masse musculaire. Et puis, on a récompensé les bodybuilders qui étaient le plus massifs. Et donc, on a eu Dorian Yates qui est arrivé en 91, qui a gagné en 92. Après, on a eu Lena Serret Sambati, Kevin Levron et toutes Coleman, etc. ces personnes-là, tous Mm. ces culturistes qui ont joué le jeu de la masse. Et, c'est de fil en aiguille, on en est arrivé où on en est aujourd'hui. Et d'ailleurs, moi je le précise, hein, parce que quand on s'adresse encore une fois à ceux qui nous écoutent, chacun doit interpréter nos propos à leur juste valeur, c'est-à-dire que on n'a pas la science infuse, et puis on donne un point de vue, c'est peut-être pas le vôtre, donc acceptez le nôtre, ou comme on accepte le vôtre. Personnellement, Tu te rappelles de cette émission qu'on avait très tard, une émission oui, tardive où on disait ah oui, oui, ça bataillait fort, hein, il y avait des joutes verbales hein, très intéressantes. Des fois, c'était une ils en étaient émission. même venus aux mains, je crois. Oui, Je me oui, rappelle oui, plus le mais titre, ça c'était... s'exprimait. ouais. Tu sais, c'était à l'époque on retrouvait l'époque de la Gaule. Oui, c'est vrai. Ça- En tout cas, l'échange, voilà, c'est le plus important. Et moi, dans cet échange-là, je tiens à le dire parce que les internautes de Bodybuilding Rules s'en sont aperçus. Il y a des choses qui vont changer en début d'année, j'en dis pas plus pour l'instant. Mais moi, je ne me retrouve plus, je dis bien moi, j'insiste, personnellement, donc je me retrouve plus dans le bodybuilding actuel. Et je reste bloqué une date, tu sais, un peu comme, peut-être parce que je prends de l'âge aussi, hein, mais je suis nostalgique vraiment des années Ben Fato et tous les autres stars de cette époque-là, années 90 maximum, donc avant jusqu'à 90. J'apprécie et je respecte énormément les champions qui ont suivi, hein, les Yes, comme tu as dit, les Coleman, etc. Mais je me retrouve plus actuellement dans les valeurs du bodybuilding que moi j'ai toujours eu avec mes yeux d'enfant, l'esthétisme, le posing comme tu le faisais, l'art, dans le sens le plus large du terme, via la construction du corps, voilà, tout simplement. J'ai eu l'opportunité de rencontrer ces champions actuels, et ce depuis une bonne décennie, même plus. Hein. Et je dois dire que j'ai plus le cœur qui bat que lorsque je vois leur physique. Et je Ouais. comprends pas qu'il y ait autant de fans et d'aficionados, et surtout des jeunes qui euh, souhaitent leur ressembler. J'arrive pas à comprendre ça, puisque moi je me rappelle lorsque Samir Banout était venu dans la région, j'étais moi à Toulon à l'époque, et il venait à Marseille faire un séminaire et surtout une démonstration. J'avais le cœur qui battait à la chamade et je m'avançais du podium de plus en plus. Je gagnais des places et je m'asseyais un petit peu plus avant et un peu plus avant jusqu'à être carrément en dessous du podium pour voir comment il est ce physique extraordinaire et cette présence et puis cette passion qu'il avait, cet engouement. Et puis à l'époque, je pense qu'il devait faire, il était quand même relativement sec, mais il devait faire guère plus de 90 kilos, peut-être 93, 94 kilos. Mais il était très impressionnant, il était très motivé,
il déployait un physique avec un posing exceptionnel. Il y avait un Et charisme aussi incroyable. je m'en souviendrai toute ma vie, et puis je m'en souviens encore aujourd'hui. Et ça s'est passé donc en 1983, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Et tu vois, Donc j'ai plus le cœur qui bat la chamade lorsque je vois un Phyllis ou un Kay Green. Lorsqu'ils me disent ah, qu'est-ce que t'en penses, ouais, Kay Green, machin et tout. Moi, je trouve, j'en pense que il me plaît pas, Kay Green. Je trouve qu'il a le buste complètement tassé sur voilà, surtout le bas du corps, des cuisses aussi sur le énormes. bas le haut du corps est disproportionné par rapport au bas du corps, etc. Et puis, j'aime pas du tout son physique. Et Phil Hills, je le trouve surdimensionné. J'ai beaucoup aimé Phil Hills lorsque j'ai lancé ma gamme de produits en 2010. Tu l'avais vu à l'époque, il y a des Au photos qui FIBO. circulent, oui, c'est vrai. Il était venu sur mon stand, on avait pris des photos ensemble et tout. Il était deuxième à Olympia. Ah, il marchait facile. Il était hors saison avec un débardeur, je me rappelle, à Phil Hills, à l'époque où il était deuxième à Monsieur Olympia. Et puis après, ben non, c'est pareil. Hors saison, lorsque je l'ai revu quelques années après au FIBO, c'est incroyable. Il frôle les 140 ou plus hors saison. Tu sais, Francis, moi, mon résumé. Il m'attire plus. Je suis désolé, Voilà, moi, mon résumé, et encore une fois, ceux qui nous écoutent, sachez que ce ne sont que nos avis. Vous avez les vôtres, moi je les respecte. Sachez que moi, ils m'impressionnent. Je respecte là aussi leur travail, mais ils ne me plaisent plus. Voilà. Donc pour ceux qui se posaient des questions, on me l'a souvent demandé en message privé. Oui, impressionnant. Impressionnant, j'ai répondu. Impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est leur courage. Oui, oui. Ils comprennent qui pourra, et je pense beaucoup comprendront. Ouais, Hein, vraiment. Merci pour cette franchise, Francis. J'en bafouille aujourd'hui. Jordan. Alors, Jordan nous dit, l'épaisseur de la peau au fil des régimes et des préparations devient plus fine. Point d'interrogation. Non. Pas du tout. Si les préparations sont, je veux dire, les mêmes, et si l'effet causé est le même, bon, je dirais qu'on va retrouver la même finesse de peau. Maintenant, si on va un petit peu plus loin dans la préparation, on va réduire un petit peu les rations caloriques et on va faire son cardio-training et on va améliorer la définition musculaire. Oui, la peau deviendra plus fine. Mais c'est pas en faisant plus de préparation qu'on va obtenir une peau plus oui, c'est tout fine. simplement Et la majorité, je dirais la majorité des compétiteurs obtiennent une peau de plus en plus épaisse, puisqu'il n'y a qu'une minorité infime de bodybuilders qui ont la possibilité d'être écorchés, d'être très secs. Donc l'inverse est plutôt vrai. Parfait, merci encore. Je pense que ça va interloquer certaines personnes. Aurélien Rateau, alors il nous dit, la question est surtout, comment a-t-il fait pour avoir une... Ben ça enchaîne, tiens j'avais dû les placer peut-être exprès dans ce sens-là. Comment a-t-il fait pour avoir une qualité musculaire pareille? Magnifique sur scène et très bon posing, monsieur Benfato. Ah ben, c'est simple. Moi, j'ai toujours mis un accent sur l'entraînement et le régime. J'ai bien compris une chose qui était essentielle déjà à l'époque, c'est que pour faire la différence et pour me hisser tout en haut du classement, il fallait que je sois, voire même écorché. Et pour ce faire, ben, j'ai compté sur deux éléments qui font partie d'une préparation de compétition d'un bodybuilder, c'est l'entraînement fréquent et le régime, je dirais, draconien. Ouais. Voilà. Et hypocalorique. Donc, je faisais ça que sur des périodes très courtes. Mais je peux dire que lorsque j'ai atteint une définition, j'ai fait un régime vraiment draconien. Je suis descendu jusqu'à 500, 600, 700 calories pendant quelques jours pour aller obtenir une définition musculaire extrême. Et je m'entraînais durement. Je m'entraînais pas. J'imagine. Et le résultat est spectaculaire. Spectaculaire. Intensément, durement et fréquemment dans la journée. Je m'entraînais 2-3 fois. Tu augmentais tes heures de sommeil à ce moment-là ou pas pour essayer de tenir bon? Ah bah, je faisais ce que je pouvais. Hein. Quand tu des consommes micro-siestes, ce genre de choses. Quand tu consommes 700-800 calories, les yeux ils sont grands ouverts comme ça. Il faut s'économiser le plus possible. Le cerveau il fonctionne Pour ça, comme tu l'as dit, sur une très courte période. Hein, sinon,
Ah, attention les dégâts. Hein. Très courte période, évidemment. Mais j'ai toujours préféré payer le prix de l'effort, des difficultés, d'écourter ma préparation ou d'obtenir des résultats avec des conséquences dangereuses pour ma santé. À l'époque, il y a des personnes qui utilisaient des extraits thyroïdiens, des diurétiques. Moi, j'ai jamais utilisé d'extraits thyroïdiens, jamais de diurétiques. Et j'ai toujours été écorché. Alors, les gens comprennent pas comment tu peux être écorché sans utiliser de diurétique. Eh ben, 1 gramme de glucides correspond à 3 centilitres d'eau en rétention. Si tu manges presque, si tu consommes 700 ou 800 calories par jour pendant quelques temps, après avoir commencé au préalable avec, évidemment, 2000-2500 calories, puis ils vont très précisément descendre, on s'habitue, il y a une certaine adaptation. Donc, avec des entraînements durs, etc., c'est comme ça que j'ai pu obtenir cette définition musculaire extrême. Voilà. No pain, no gain. No pain, no gain. Mais je suis passé par des moments difficiles psychologiquement, des moments de doute, des moments de fatigue extrême, etc. Mais c'était le passionné qui se préparait pour de très grandes rencontres, pour des grands classiques ou des Olympias, etc. Et je voulais absolument être couronné Monsieur Olympia, notamment en 1990. Et puis il y a des personnes qui s'en souviennent, hein, il suffit d'interroger Véronique Ducos, par exemple, puisque j'ai fini ma préparation d'Olympia 1990, elle qui cuisinait mes repas. Et puis elle me voyait m'entraîner dans sa salle, puisqu'elle avait la salle et la maison tout ensemble. Et elle peut en parler. Hein. Ma sœur aussi, ma sœur Josie peut en parler, puisque je me suis entraîné aussi chez elle, dans son gym, lorsqu'elle l'avait à l'époque, en 1990, et j'ai fait pratiquement toute ma préparation chez elle. Et puis après, ça commençait à devenir très difficile, et je voulais pas que ma mère, à l'époque, me voie souffrir autant, ne pas dormir et tourner en rond, etc. Donc j'ai quitté la maison, puisqu'à l'époque j'étais en plein divorce, donc avec ma femme, et j'ai quitté la maison pour aller chez Véronique Ducos, finir ma préparation avant de partir à Chicago pour obtenir ma 6e place. Merci pour l'anecdote et un petit coucou au passage donc à Véronique, et à ta maman Raymonde, qui est ta première fan, hein, qui intervient souvent sur Bodybuilding Rules d'ailleurs. Je la remercie Raymonde. Donc merci Fancy. Alors on enchaîne sur... mais on reviendra à toutes ces anecdotes quand on parlera de ta carrière, en tout cas avec grand plaisir. Bien sûr. On enchaîne avec Tony CGN. Alors, on a déjà parlé des transverses, donc le muscle abdominal transverse, dans d'autres vidéos, mais je ne me souviens plus si Francis a répondu à la question suivante. À quelle fréquence travaillais-tu tes muscles transverses à l'époque ? J'attachais pas mal d'importance à la sangle abdominale, et dans toute la partie, toute cette région-là, très fréquemment. Je dirais pratiquement tous les jours. Et je passais beaucoup de temps. Encore une fois, j'avais pris conscience d'une chose, et on m'a fait prendre conscience d'une chose. À l'époque, mon premier coach qui était Bernard Lambert, qui m'a permis de faire toute ma carrière amateur, hein, et mes meilleures places et de passer professionnel. Donc je salue au passage Bernard, merci encore une fois. Salut Bernard. Qui vit à Mandelieu-la-Napoule, Bernard. Donc il m'avait fait prendre conscience d'une chose, c'est l'importance de la sangle abdominale et de l'exercer comme un autre muscle. Et je me rappelle à l'époque, il m'avait conseillé de faire tous les mouvements abdominaux avec des élastiques qu'on fixait quelque part, et on faisait des relevés de buste et des relevés de jambes avec des élastiques, avec des résistances, et c'était très très dur, mais il y avait progressive là aussi. Là aussi, il y avait une contraction constante au sein des abdominaux. Et j'avais une sangle abdominale exceptionnelle grâce, si tu veux, au travail régulier, fréquent de la sangle abdominale, des obliques, des transverses, etc. Et lorsque j'étais sur scène, j'étais un des seuls culturistes lorsque je prenais une pause, par exemple un double biceps de face, mais en plus, donc je faisais... Tu faisais la pose du vacuum aussi, tu arrivais à la faire très bien. En tout cas... Je faisais les deux. Oui, c'est vrai. Vacuum et contraction abdominale. Et contraction des abdos, Puis, plus de muscularité, donc à la pose double biceps, par exemple. Et on le voit très très bien dans la vidéo qui circule sur Internet, qui a beaucoup de vues. Et que Juanito, notre ami Juanito, avec qui tu collabores également, avec qui tu as fait une très belle vidéo également, a mis en ligne
Et j'ai regardé sur sa page, puisqu'elle recircule sur Facebook, non plus sur YouTube. On était à 72 000 vues, là, je crois, il y a encore 2 ou 3 jours. Donc Ah, voilà, les gens redécouvrent le beau, les plus super. jeunes redécouvrent ce physique incroyable que tu avais développé, ce mélange de muscularité et d'esthétisme à la fois. On va terminer, Francis, pour aujourd'hui. J'ai encore beaucoup d'autres questions, alors vous nous excuserez. On les reprendra pour un prochain podcast questions-réponses. On va finir Bien sûr. juste par une question géographique. C'est Medamal Atoubdi pardon, qui dit ça. Il demande, tu pourras lui dire quand est-ce qu'il repasse au Maroc? Deux points d'interrogation. Donc, est-ce que tu as prévu de repasser au Maroc prochainement? J'ai envie de faire visiter le Maroc à Adèle, puisqu'elle connaît pas, elle Toi connaît qui es pas la ville originaire où de je suis. Casablanca, hein, voilà. Ah oui, elle connaît pas Casablanca, elle connaît pas la ville dont je suis originaire, où j'ai grandi, et donc je suis parti, j'avais 14 ans lorsque mes parents et mes sœurs ont quitté donc le Maroc. J'avais 14 ans et donc j'ai grandi à Casablanca. J'aimerais lui faire visiter cette ville et puis le Maroc tout entier parce que c'est un pays merveilleux, exceptionnel, extraordinaire, avec un climat sublime pratiquement toute l'année. Donc j'ai prévu d'y aller quand, je ne sais pas, j'ai eu la chance d'y être il n'y a pas très longtemps finalement, je crois que ça fait 2 ou 3 ans. J'ai eu l'occasion de faire un séminaire pour l'école des diplômés à la culture physique. Donc on m'a invité sur Marrakech pour faire un séminaire, j'ai même fait une démonstration. Et évidemment, l'accueil a été phénoménal. Hein. Ils savent que je suis issu du Maroc, que je suis né à Casablanca, et donc les gens se battaient presque pour prendre des photos avec moi. Il a fallu que j'ai 2 ou 3 gardes du corps, et c'est vrai. Lorsque je Entendu. m'échauffais, ils voulaient absolument prendre des photos avec moi. Et donc, j'ai dit, je peux pas m'échauffer. Si je prends des photos toutes les 5 minutes, il faut que je me concentre, il faut que je m'échauffe avant ma démonstration. Mais c'était comme ça, ils se bousculaient au portillon, ils poussaient la porte Ils où sont j'étais très chaleureux, en très train très de chaleureux. m'échauffer. Ah, c'était incroyable. On voit ça nulle part ailleurs. Nulle part Et ailleurs. d'ailleurs, Les pays du Maghreb, ils sont passionnés, vraiment ils sont vraiment passionnés, passionnés, du Bulling en pleine notamment. émergence, c'est vrai, hein, tous ces pays-là. Il D'ailleurs, faut ça, oublier qu'il y a il y a des milliers de salles au Maroc. Hein. oui, C'est énormément. impressionnant, Oui, ouais, il y a une émergence de ces impressionnant. pays-là, c'est vrai, sur les scènes Oui, nationales, internationales. D'ailleurs, même oui, pour ta marque, on voit ton panneau publicitaire derrière, pour ta marque, ça sera encore un énième tremplin, puisqu'on n'entend plus que parler de Ben Fato Nutrition un petit peu partout. Donc je t'en félicite, hein, bravo, quelle réussite. Hein. Retour comme ça sur le devant de la scène via oui. ta marque, Merci. tes conseils. Donc voilà, donc ça sera une étape Ben, supplémentaire, je pense, pour BN Nutrition moi, aussi. moi, tu sais, oui, absolument, j'ai envie d'amener BN, Ben Fato Nutrition, au Maroc. Hein. Pour moi, c'est une fierté. J'aimerais bien que la gamme se développe au Maroc, évidemment. Mais tu sais, BN existe aujourd'hui pas seulement, si tu veux, parce que bon ben j'ai la possibilité de développer BN et cette affaire en France et en Afrique du Sud et puis en Inde très prochainement. Mais surtout parce que ça va me donner l'opportunité de faire des ateliers de travail, Voilà, c'est ça. ce qu'on appelle des workshops, des Workshop, séminaires, c'est des ça. démonstrations, etc. Donc je veux continuer si tu veux. Et au jour d'aujourd'hui, eh ben, on m'appelle plus si tu veux autant pour des séminaires, des démonstrations. Alors là, je vais être sûr que lorsque Oui. mon distributeur me fera venir au Maroc, par exemple, ou bien en France, dans certaines villes, parce que j'ai prévu de faire un tour de France en ville, etc. Eh ben, on va m'organiser des séminaires, on va m'organiser des démonstrations pour faire la promotion de la gamme. Donc Mais moi, ça, je compte bien en faire. Et je compte bien relancer cette pratique qu'il y avait avant constante comme ça de séminaire avec des champions. Et c'est j'espère permis. qu'on va en faire et qu'on va en faire ce qu'on avait prévu mais qu'on n'a pas réussi à faire au mois d'août. Donc d'en faire un en Corse et de continuer Bien ça sûr. sur la France. Et j'aimerais partager ça avec toi lors de séminaires. Ça serait super. Ça te pas mal hein, maintenant sur la performance progressive. Donc j'ai besoin, moi, de quelqu'un qui va m'aider justement à faire ces ateliers de travail. Exactement. Et comme moi j'en parle tout le temps et que je l'expérimente quotidiennement, il est vrai qu'on avait parlé d'un diplôme en fait performance progressive. On va en reparler après Super. en nous en off. Mais j'aimerais bien continuer à propager, toi qui es à Cap Town, la PPM un petit peu partout. Donc on en reparlera une prochaine fois. Les internautes, vous en saurez plus prochainement. Une petite réponse pour les internautes. Francis et moi, on va faire des vidéos plus régulières parce que vous voyez que le format est un petit peu plus court. On va terminer là pour aujourd'hui pour garder ce rythme-là. Parce que quand ils sont trop longues, malheureusement, je suis submergé de travail, je n'arrive pas à suivre donc une régularité. Et on va proposer
un format plus court, 2-3 vidéos inédites qui seront dans le e-book que vous ne nous arrêtez pas de nous demander et que je vais sortir pour la Noël. Donc voilà, là je le dis, bonne fois pour toutes, il sortira pour la Noël. À tous les internautes Super. qui se posent la question. Francis, merci encore une fois. À tous ceux qui nous écoutent. Merci à toi. Avec merci grand, à grand tous plaisir. les internautes Voilà. d'être de plus en plus présents, de plus en plus actifs, de plus en plus Oui, ça fait nombreux. très, très plaisir. Ça fait plaisir puisque ça donne une raison vraiment supplémentaire que de continuer donc à proposer cette méthode d'entraînement. Et c'est motivant, c'est excitant puisque ça fonctionne, ça marche. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent. Et donc, c'est très excitant. C'est ça. Et on continuera d'éclaircir les points encore, les zones d'ombre. Et je vous invite, si vous avez donc aimé cette vidéo, à la partager loin du buzz de ce qui se passe à l'heure actuelle avec des stars de YouTube qui méritent leur succès d'ailleurs, parce que chacun est bon dans sa spécialité. Nous, on fait les choses à notre niveau, en fonction du temps que nous avons à consacrer progressivement. Voilà, ça sera mais sûrement. Piano, comme on dit chez nous en Corse. Francis, merci beaucoup. Je te dis à la semaine prochaine. Nous, on va discuter 2 minutes en off avant que tu rentres dans ton nouveau rendez-vous. Je dis à la semaine prochaine à tous nos internautes. Puis cette vidéo sera diffusée dès demain pour eux. À la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao, bonne journée. Ciao, Francine. Ciao.